Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Marc Daguerre, fondateur de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Bonjour Lucie. On va, ce matin, vous nous parliez du CAC, Oui. votre stratégie sur le CAC avec Oui. une estimation plutôt haute, tendance haussière sur le Oui. CAC. Vous nous disiez qu'à moyen terme, ça pouvait monter jusqu'à 4006, voire même 5000. Ah oui, attention, hein, là, n'allez pas le tweeter tout de suite, parce que... Alors, si, bien sûr Oui. que si. Donc, on va parler un petit peu aujourd'hui Oui. de votre stratégie donc sur le CAC et puis également sur d'autres Sur les indices. marchés en général. Parlez-nous un petit peu aujourd'hui. Donc là, on vous écoute pour en intraday, ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui même. Alors, ce qu'on disait ce matin reste forcément valable Maintenant. une heure après, surtout que là le CAC ne bouge pas énormément. Je pense effectivement que les velléités haussières commencent à confirmer leur retour en force, malgré la forte baisse qui avait lieu jusqu'au 3008 sur le CAC. Je reste positif sur le CAC et l'ensemble des valeurs du CAC qui présentent une configuration comme on a pu le voir, c'est-à-dire de fin de consolidation. Et il y a pas mal de valeurs qu'on regarde au cas par cas et qui ont un bon potentiel de hausse aujourd'hui. On en parlait déjà la semaine dernière, j'avais sélectionné, je crois, je sais plus, Danone, Safran, des valeurs comme ça. Effectivement, les marchés ont de toute façon rebondi de façon générale, donc ces valeurs-là s'en sont bien tirées, même certaines mieux que le CAC. Ensuite, ce qui va être intéressant de regarder également, et j'en parlais tout à l'heure avec Antoine avant qu'on arrive sur le plateau, c'est qu'il y a sur les métaux, il y a des choses qui sont intéressantes qui sont passées. Vous vous souvenez, on parlait pas mal de l'or et de l'argent, et on parlait notamment ensemble d'un support, d'une zone de support intéressante sur l'or qui avait maintenu les pressions vendeuses à 3 reprises, autour des 1180, 1182 $ de l'once, je pense. Et cette zone de support, comme le montre Antoine là, a été effectivement rompue. Donc si on met le graphe sur du plus long terme, voilà, vous voyez, voilà, là on voit bien la zone de support en question qui avait retenu les pressions vendeuses à 3 reprises déjà, vers même 4, et là on vient de passer en dessous. Ce qui déjà est un signal de baisse assez intéressant, mais ce qui est surtout très intéressant ici, Lucie, en termes de trading et d'astuce, j'allais dire, c'est que si on avait observé les cours de l'argent, au moment où l'or était dans son rebond, on aurait pu déjà, je pense, anticiper la baisse de l'or, puisque l'argent a lui un potentiel de baisse beaucoup plus net et qu'il était lui déjà sorti, vous voyez, de sa zone de support en question. Et ça, c'est très intéressant de repérer parfois des sous-jacents qui sont corrélés comme ça pour voir si l'un ne peut pas donner une indication sur l'autre quand les deux n'ont pas la même clarté. C'est le cas pour l'or et l'argent, c'est le cas pour le CAC et l'Eurostoxx, par exemple, qui sont extrêmement corrélés. Donc là, en fait, si on résume un peu ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, l'argent avait donné un signal déjà de vente avant l'or, voilà, tout à fait. Et qu'on aurait pu se positionner sur l'or en anticipant finalement le signal qui a été donné. Absolument, c'est tout à fait ça. C'est parfois ça arrive également, comme je vous l'ai dit, sur le CAC et l'Eurostoxx. Je me souviens très bien d'une rupture de canal qui a eu lieu sur l'Eurostoxx quelques jours avant le CAC, et c'était un signal de baisse assez important. Et effectivement, ça peut être des astuces de trading parfois qui sont pas négligeables. Alors donc par exemple sur l'or et l'argent, là aujourd'hui, est-ce qu'il est trop tard pour entrer en position? Non, je pense pas qu'il soit trop tard, parce que la rupture d'un tel support, par exemple sur l'or, va générer un potentiel de baisse qui devrait pouvoir ramener les cours de l'once autour des 1000 $. Ce qui de toute façon donne encore un potentiel assez important. Alors je dis 1000, peut-être qu'il faudra faire une projection en fait de la première vague de baisse, ça devrait nous amener autour des 1070, 1080, mais ce qui donne encore un potentiel assez intéressant à jouer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres actifs que vous allez surveiller aujourd'hui? Peut-être des devises ou Alors, bien sûr, il s'est passé pas mal de choses sur les devises, sur le yen notamment, avec ce qui s'est passé avec la BOJ, la Banque du Japon. Je vais également surveiller cet après-midi l'ouverture des marchés américains, qui ont très largement confirmé leur hausse, puisque ce sont... notamment sur le Dow Jones et pratiquement sur la S&P, des indices qui ont vu de nouveaux plus hauts historiques apparaître. Donc, la confirmation de la tendance haussière va venir des États-Unis, mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'elle se fasse. J'ai un petit penchant en ce moment pour le secteur biotechnologie aussi, qui est déjà assez solide en général, qui surperforme très souvent les marchés et qui présente encore qui a encore j'allais dire un train d'avance sur le biais haussier par rapport même aux indices américains en général. Quel type de valeur par exemple vous suivez? Alors sur les biotech, il y a
la plupart des grosses valeurs sont quand même aux États-Unis. Mais on peut très bien intervenir sur ces valeurs-là en étant en France, évidemment. Donc il y a des valeurs comme Gilead, comme Biogen, comme Amgen, qui sont des valeurs qui ont un potentiel encore très intéressant et qui sont des valeurs assez solides. Oui, on parle souvent des biotech, mais elles sont quand même aussi très volatiles. Et c'est vrai qu'on a connu déjà une très forte volatilité là, ces dernières semaines sur les marchés. Avec, par exemple, là, ce qui va se passer aux États-Unis, là, on a les élections des midterms au Sénat. Ça va aussi peut-être un peu provoquer de volatilité. Est-ce que le fait de se positionner sur ces valeurs n'est pas un petit peu trop risqué? C'est à double tranchant, hein, vous savez, parce que quand on décide de se positionner sur des valeurs, soit on prend des valeurs qui ne sont pas sujettes à de la volatilité, mais qui vont peut-être pas nous profiter énormément rapidement, soit on décide de prendre son risque en se disant, c'est un peu comme si vous voulez à la veille d'une publication de résultats. Vous dites, est-ce que c'est le bon moment d'intervenir sur la valeur? C'est sûr que ça peut être pris comme un petit coup de qui tout double. Mais le problème de la biotech et de la pharmacie en général, c'est vrai que c'est parfois sujet à des, j'allais dire des législations ou des prises de décision sur l'autorisation d'un médicament ou d'un autre. Si jamais à un moment un médicament qu'on pensait être un bon médicament s'avère être mauvais parce qu'on a trouvé un cas quelque part ça peut chuter très vite. Et on a vu notamment la chute assez faramineuse de Sanofi ces derniers temps, qui montre l'exemple de façon assez... Il y a eu 15% en quasi une séance. Voilà, exactement. Et qui a pris 2 séances de forte baisse avant d'entamer son rebond. Maintenant, graphiquement, et c'est mon métier, les cours des biotech aujourd'hui et du NBI, qui est l'équivalent, qui est l'indice de référence biotechnologique aux États-Unis, c'est un espèce de Nasdaq biotechnologique, a lui une configuration très nettement haussière. Donc moi, je prendrais le risque. On peut jouer les biotech alors. C'est ce que je ferais. Il nous reste quelques minutes avant la fin de votre intervention. Oui. Est-ce que vous avez d'autres actifs que vous suivez également? Oui, alors oui, je suis un peu tous les actifs qui me permettent. De toute façon, l'avantage de l'analyse technique, finalement, c'est qu'il suffit d'avoir un graphique pour pouvoir suivre une valeur. Je pense que pour revenir sur les devises, ce qui s'est passé sur l'euro-dollar, à mon avis, devrait encore offrir un potentiel de baisse. Je pense que la baisse de l'euro-dollar n'est pas terminée. Voilà. On voit là effectivement que le rebond, on en parlait. Ça a surpris un peu tout le monde, j'ai l'impression, cette baisse là jusqu'à 1,24, enfin quasi 1,24. Oui, c'est vrai qu'on avait la majorité des intervenants qui passaient sur le plateau qui me disaient qu'ils voyaient un rebond en direction des 1,29, 1,30. Et finalement, la semaine dernière, on a eu un rebond aux alentours de 1,2750 à 1,28 et puis une baisse ininterrompue. Voilà, à nouveau. Bon, entre-temps, il y a eu la Fed, il va y avoir la BCE bientôt. Bon. Mais techniquement, en tout cas, l'euro-dollar reste assez clairement baissier. Là, vous voyez, le rebond a eu lieu en 3 temps, ce que je vous dis très souvent, en ABC. Et c'est très souvent des rebonds qui sont significatifs d'une reprise de la tendance. Donc avant le rebond, la tendance était baissière. Après le rebond, elle risque de l'être à nouveau. Et je pense effectivement que l'euro-dollar devrait revenir au moins sur les 1,22 dans un premier temps. D'accord, donc là, à court terme, par exemple, sur l'euro-dollar, on peut aller je pense que c'est quel niveau? Je pense que c'est des bonnes zones d'entrée, même maintenant, pour viser à moyen terme, à court moyen terme, les 1,22. Et là, dans l'immédiat, on peut être autour des 1,2315 assez rapidement. D'accord, oui, donc on a vraiment une belle baisse sur l'euro-dollar. Peut-être un mot aussi sur le yen. C'est vrai que vous nous en parliez tout à l'heure. On a vu donc cette paire vraiment. Oui, je crois que c'est le dollar-yen qui a. Voilà, le dollar-yen, tout à fait. Un fort mouvement, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Tu avais touché 113 ce matin. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut avoir le graphe sur du un peu plus long terme pour qu'on voit d'où on vient exactement? Voilà. Là, typiquement, c'est ce qu'on appelle chez nous, on est un petit peu sans filet, c'est-à-dire qu'on est sur des plus hauts, on n'a pas grand-chose derrière. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est calculer des objectifs de projection. Et sur ce graphique-là, on voit très clairement qu'on dépasse régulièrement les plus hauts avec une intensité assez... Donc je pense effectivement que, voilà, comme on le voit là sur le graphique, les 118 sont un premier objectif qui me semble très réaliste à court terme. C'est vrai que ce sont des niveaux qu'on n'a pas vus depuis 7 ans, parce que là on est sur si on dézoome sur du très long terme, on voit que ce sont des niveaux qui ont été atteints en 2007. Voilà, et là on voit bien que les prochaines résistances sont quand même encore assez loin. On ne voit pas trop ce qui pourrait graphiquement arrêter les cours avant ces niveaux-là. Et donc dans un premier temps les 118, et pourquoi pas envisager un retour sur
la résistance majeure qu'on voit là-haut, autour des 125. Ouais. Voilà. Sur les indices américains Oui. aussi, vous nous en Oui. parliez. Oui. Là, c'est vrai, on attend cette ouverture. Après, Oui. après avoir eu la semaine dernière des plus hauts historiques, vous Oui. pensez qu'on peut encore monter sur, Oui. sur le Dow et sur Oui, le S&P? Oui, je pense vraiment parce que c'est très souvent initiateur d'un nouvel élan, d'un nouveau potentiel, ce type de contexte graphique. Parce que finalement, faire un plus haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever de la tête des investisseurs craintifs qui, justement, se basaient sur les précédents records, leur enlever cette crainte-là, en fait, si vous voulez, pour vous mettre à la place d'un investisseur qui, eux, finalement, les investisseurs font le marché. Donc vous avez une zone comme ça qui vous dit, ah, attention, on était sur les 2000, sur le S&P, etc. Une fois que cette zone-là est dépassée, il y a une espèce d'effet boule de neige où tout le monde dit, ah, ça y est, on les a dépassés, donc ça va pas tenir, et il faut acheter, et les gens achètent, et ça monte, et après, on prend en fait, on décolle. Voilà. Et je pense effectivement que la hausse devrait se confirmer encore. On suivra ça tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup Marc Daguerre pour ces éléments. Merci, Marc Daguerre, fondateur de Daguerre Trading. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de Direct Investisseur.